De retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10, et bien place maintenant au focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et vous le savez, en ce moment se déroule le CEMACT, un séminaire autour du cancer de la prostate. Et bien évidemment, lors de ce séminaire, la question de cause à effet entre le chlordécone et ce cancer de la prostate sera bien évidemment abordée. Et sur ce plateau avec nous ce soir, nous avons Luc Multinier, qui est docteur en médecine, épidémiologiste et directeur de recherche à l'INSERM. Bonsoir Monsieur Multinier. Bonsoir. Alors vous avez fait beaucoup couler d'encre effectivement avec certaines déclarations que vous avez faites quant à ce rapport justement de cause à effet entre le chlordécone et le cancer de la prostate. Déjà, comment vous vous êtes intéressé à ce cas du chlordécone? Vous êtes épidémiologiste certes, mais comment vous vous êtes retrouvé à plancher sur cette problématique? Alors, en 1998, j'ai eu les premières informations sur l'utilisation du chlordécone aux Antilles par Alain Kermarek, directeur de recherche à l'INRA, qui malheureusement n'est plus parmi nous. Il avait fait un rapport en 1980 qui avait été déposé au ministère de l'Environnement, 1980, qui montrait une contamination des milieux naturels et de la faune par le chlordécone de façon massive. Donc en 80, on savait 1980. déjà. Et donc, j'étais déjà en Guadeloupe parce que je m'intéressais au problème des pesticides en général. Et c'est là qu'il me dit, Luc, as-tu entendu déjà parler du chlordécone? Et je lui ai dit, jamais. Et il m'a transmis son rapport. Je me suis renseigné sur le chlordécone et je me suis dit, tôt ou tard, cette histoire va ressortir, évidemment. Et en fait, c'est 2 ans plus tard qu'on a redécouvert la présence du chlordécone dans les eaux de consommation, 1999. Donc moi ça m'a motivé, bien sûr, vu la toxicité de cette molécule, connue depuis le début des années 60. Donc depuis les années 60, on sait que le chlordécone est fortement toxique. Et reprotoxique, cancérigène et neurotoxique. On le sait depuis le début des années 60. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle ça m'a motivé en tant que chercheur et avec l'aide de beaucoup de cliniciens, en particulier du CHU, de mener des recherches sur les conséquences sanitaires, parmi elles sur le cancer de la prostate. D'accord. Donc est-ce que clairement le rapport est établi, il est cancérigène, mais est-ce que le rapport est établi entre la prévalence justement de ces cancers de la prostate et l'utilisation massive du chlordécone? Alors vous avez utilisé le mot prévalence, je voudrais une première précision importante. Il y a effectivement beaucoup de cancers de la prostate aux Antilles. Ce n'est pas vraiment surprenant. On n'est pas tous égaux devant la maladie. Vous savez que la drépanocytose est une maladie génétique fréquente dans les populations d'origine africaine. Elle est très prévalente aux Antilles. En matière de cancer, il y a certains cancers qui sont plus fréquents ou moins fréquents selon les origines des populations, qu'on soit asiatiques, caucasiens, blancs ou noirs, pour faire simple. Il s'avère qu'on sait depuis plus de 50 ans que le cancer de la prostate est un cancer fréquent dans les populations d'origine africaine. On observe ça aux États-Unis, parmi les populations afro-américaines, ou bien les populations caribéennes qui habitent au Royaume-Uni, pour vous donner un exemple. Ça, c'est une question. Pour autant, la question du chlordécone et du cancer de la prostate n'a strictement rien à voir avec le fait que ça soit spécifique ou pas de la Guadeloupe. Je veux dire par là que si le problème du chlordécone avait eu lieu en France métropolitaine, dans une région comme la Bretagne, le problème serait exactement le même. D'accord. C'est-à-dire, c'est la contribution ou pas du chlordécone au risque de cancer de la prostate. Donc, je voudrais séparer ces premiers éléments. Deuxième élément, vous parlez de causalité. Alors soyons clairs, la science, la médecine, ne peut pas apporter de preuves définitives et formelles. Le mot causalité a tout son sens. Il peut être utilisé dans le domaine judiciaire, parce qu'un tribunal décide que, mais la science est quelque chose d'un peu incertain. Néanmoins, ce qu'on a fait depuis le début des années 2000, publié en 2010, puis des nouveaux travaux encore cette année, c'était de voir si l'exposition au chlordécone était associée à un risque augmenté ou pas de cancer de la prostate. On a réalisé ces travaux, ils ont été publiés dans la littérature scientifique, jamais contredits à ce jour, et donc, même si on n'a pas la preuve absolue, d'accord, ce sont des informations suffisamment étayées pour que les autorités sanitaires et les pouvoirs publics puissent développer toutes les mesures de prévention
pour que la population soit le moins exposée possible à cette substance. Mais on a eu un double discours en début d'année avec Emmanuel Macron qui disait qu'il ne fallait pas parler justement de rapport entre chlordécone et cancer de la prostate. C'est d'autant plus surprenant que les recherches qui ont été réalisées en Guadeloupe, que ce soit sur le cancer de la prostate ou sur d'autres aspects de la santé, ont été réalisées par des chercheurs publics, je suis, avec des médecins hospitaliers du secteur public, sur des fonds publics et à la demande des autorités sanitaires qui nous ont demandé, écoutez, il faut qu'on en sache un peu plus, ce qui va nous renseigner. On a fait ces travaux. Et quand bien même on n'a pas la preuve absolue, j'en conviens, on a suffisamment d'éléments pour orienter les politiques. Donc, ce qu'on a entendu, ce que vous avez entendu au cours de ces 2 dernières années est quelque peu surprenant. Je m'arrêterai là dans mon commentaire. Alors, on va étendre un peu la problématique, puisqu'il y a effectivement le cancer de la prostate, mais on parle d'autres pathologies, notamment chez les fœtus, des malformations. Est-ce vrai ? Non, alors pas pour les malformations. Nous avons cette année publié un travail scientifique qui montre que l'exposition de la population, au niveau actuel d'exposition, tel que la population est soumise, n'entraîne pas de ce risque de malformation. Sur ce plan-là, j'ai entendu beaucoup de fake news pour utiliser une expression. Par contre, on s'est beaucoup posé des questions sur les conséquences pendant la grossesse et le développement de l'enfant. On a mis en place en Guadeloupe une vaste cohorte, qui est la cohorte mère-enfant Timoun, vous avez sûrement entendu parler, et comme toute cohorte, elle apporte des résultats dans lesquels on montre qu'il n'y a pas de ce risque, et tant mieux. Je suis le premier heureux pour, en tout cas, relayer l'information qu'il n'y a pas de ce risque de malformation. Par contre, ce qu'on a observé, c'est une augmentation du risque de prématurité. Donc plus de préma. Absolument. Et par ailleurs aussi, je dirais, pas des troubles, mais en tout cas des feux oranges qui s'allument, qui clignotent, sur le développement des nourrissons. Et nous espérons avoir des informations un peu plus précises très prochainement, probablement l'année prochaine, car tous ces enfants ont fait l'objet d'un suivi. Et nous les avons suivis à l'âge de 7 ans, et nous sommes en train d'analyser toutes ces données cumulées. Donc il y a encore des nouvelles informations qui vont être apportées dans les semaines, enfin pas les semaines, mais les mois et années à venir. Donc on aura encore plus de précisions, mais qu'est-ce que vous recommandez justement à l'État ? Puisque bon, l'empoisonnement est déjà fait. Depuis le début, je vais dire, malheureusement, on ne peut pas faire marche arrière sur le plan sanitaire. Voilà, ce qui est fait est fait. Bien. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est la seule recommandation que je me suis permis, que je dis constamment, c'est que tous ces travaux qui montrent qu'il y a quand même des risques augmentés liés au chlordécone, qui le suggèrent fortement, je dis bien qui le suggèrent fortement, on n'est pas la preuve absolue, je ne suis pas divin, eh bien, doivent conduire à que l'État, les services de l'État, les services de santé, fassent tout le nécessaire pour que tout à chacun, tout citoyen, puisse vivre, consommer ce qu'il veut, manger ce qu'il veut, boire ce qu'il veut, sauf peut-être pas trop d'alcool, on est bien d'accord. Avec modération. Voilà, et ben avec modération, sans chlordécone. Donc, c'est un sacré boulot, j'en conviens, mais il faut dire que l'erreur commise il y a 30 ans, c'est une sacrée erreur. Est-ce que vous pensez que les plans chlordécone successifs sont adéquats pour cela ? Alors écoutez, ils ont apporté des éléments objectifs. Je peux en témoigner, puisque tous ces travaux sur les risques sanitaires ont été conduits grâce à l'aide de l'État et des financements de l'État. Donc il y a eu manifestement une volonté. En même temps, on n'a pas pris en considération de façon suffisamment importante la communication, l'information. Ça, c'est un travail de fond qui n'a pas été fait suffisamment, mais le pire, en fin de compte, ce sont les déclarations dont vous parliez à l'instant, qui ont été émises au cours de ces 2 dernières années et qui ont créé, bien entendu, un trouble et une prise de conscience de la population. Et je comprends que maintenant, ce dossier soit devenu et pris une dimension publique, alors que il y a eu quand même des choses de faites. Alors, plan chlordécone, écoutez, moi je ne suis pas responsable du plan chlordécone, je pense qu'il faut avant tout informer.
bien entendu, probablement réparer, mais ça, c'est pas de mon domaine, c'est pas... Alors, également sur ce plateau ce soir, nous avons les Moon Guadeloupe. Bonsoir Ludovic Tolassi. Bonsoir. Les Moon Guadeloupe qui travaille justement à une convergence des luttes avec la Martinique et la Guyane. Dernièrement, nous avons reçu une petite délégation des 500 frères et de Trop Violence. Ce soir, nous recevons justement le collectif Zéro Chlordécone. Bonsoir à vous. Alors, c'est Bertrand Anicia. Bonsoir. Et effectivement, nous travaillons avec l'association Zéro Chlordécone, mais nous ne faisons pas partie de l'association. Mais vous travaillez étroitement avec eux. Très bien. Est-ce que vous avez une question pour le docteur Luc Multinier, qui est justement directeur de recherche à l'INSERM et qui a mené une étude sur justement cette contamination au chlordécone et les effets sur l'humain? Alors, j'ai plus ou moins entendu ce que monsieur avait à dire. Maintenant, on sait qu'il y a le chlordécone, mais on sait aussi qu'il y a l'azulox, puisqu'ils ont reçu des dérogations. Il y a aussi le glyphosate. Est-ce que vous ne pensez pas que, à l'heure où... parce que vous parlez d'erreur, et je suppose que pour moi, 92% de la population martiniquaise contaminée et 95% en Guadeloupe, c'est pas une erreur, c'est un crime. Pour moi. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Je voulais savoir si, pour vous, ce serait pas mieux de faire du zéro chlordécone carrément. Puisque vous vous dites qu'il faudrait que les Martiniquais consomment ce qu'ils veulent et que les Guadeloupéens consomment ce qu'ils veulent. Donc, effectivement, est-ce que ce serait pas plus intéressant, pour sauver des vies, de faire du zéro pesticide? Alors, vous soulevez en fait plusieurs questions. L'une de vos interrogations en fait rejoint ce que je vous ai commenté tout à l'heure, où je veux dire que moi, en tant que scientifique, la recommandation que j'ai faite au pouvoir public systématiquement à partir de nos travaux, c'est de dire faites tout ce que vous pouvez faire, ce qui est en mesure, pour réduire au maximum l'exposition des populations. Réduire au maximum. Le zéro absolu, c'est toujours un chiffre un peu mythique. Idéalement, c'est vers quoi il faut tendre. D'accord ? Quand je disais erreur, je parlais des erreurs de l'État, en autorisant, bien entendu, le chlordécone. Après, vous avez le droit d'utiliser les adjectifs que vous voulez. Enfin, c'est une erreur, c'est la moindre des choses. Ça nous a conduit à une situation qui est quand même un peu particulière. Vous avez prononcé le mot glyphosate. Regardez comment la question du glyphosate est on l'interdit, on ne l'interdit pas. Imaginons qu'on l'interdise, le problème est résolu dans les mois qui suivent. Le problème du chlordécone, ça fait longtemps qu'on l'interdit maintenant, et pourtant il est toujours là. Et il est où? Il n'est pas uniquement, alors on sait à peu près où il est distribué, mais on arrive actuellement à une situation très difficile à gérer, complexe en tout cas. C'est que ce n'est pas simplement les sols agricoles à usage agricole ou d'élevage dans les circuits officiels, mais c'est qu'il y a beaucoup, comme vous savez, de jardins familiaux qui sont contaminés. Et ça, en termes de... Je me mets à la place de l'État, vous voyez, je ne suis pas du tout un homme politique, absolument, la gestion est compliquée. Et c'est à ça auquel il faut s'attendre. Je peux vous confirmer qu'au cours de ces 15 dernières années, à travers tous les mesurages, toutes nos études, fort heureusement, les niveaux d'exposition de la population ont fortement diminué. Même si on continue à détecter le chlordécone dans 90%, 95%, il est toujours là, même en moindre quantité. Vous dites arriver au zéro. L'objectif est parfaitement louable. Mais il va falloir qu'il y ait un effort collectif, bien sûr que l'État mette les moyens, mais je dirais il faut le citoyen aussi participe, et on compte sur vous, car il va falloir agir sur des circuits qui sont inhabituels en termes d'action. Vous pouvez dire à quelqu'un qui fait une culture, un produit, ben voilà, vous avez le droit ou pas le droit de cultiver telle légume racine ou telle production. Mais chez le citoyen qui a un jardin familial, qui lui sert en plus d'autosubsistance, qui plus est dans un contexte où les circuits informels, le don, le partage est très important. Alors excusez-moi, si je peux vous arrêter, mais il me semble qu'on n'a pas été empoisonné que dans le circuit informel. Non, alors,
effectivement, moi je vous parle de la situation du jour d'aujourd'hui, où je peux témoigner qu'il y a eu des mesures de prise, fort heureusement, au cours de ces dernières années, mais que là, on arrive à, pas un culot d'étranglement, en tout cas une situation dans laquelle il va falloir que le service de l'État, disons, décuple ses capacités d'intervention, d'imagination pour résoudre ces problèmes-là. Et intervenir chez les particuliers également ? Alors, vous voyez que c'est délicat d'intervenir. Vous êtes, imaginez que vous avez un jardin, voilà, on n'a pas le droit d'intervenir dans notre propriété privée. Clairement. Voilà, c'est la loi, hein, moi j'ai pas... Mais je crois que là, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait sur ce dossier extrêmement... Enfin, c'est mon opinion, sachant que c'est pas mon domaine de compétence, hein, vous avez bien compris, mon opinion de citoyen, tout simplement. Là, il faut qu'il y ait une action positive de l'État. Quand je dis positive, c'est d'abord reconnaître l'état des faits, reconnaître tel quel aussi les conséquences sanitaires, ça ne sert à rien de remettre en doute tout l'effort qui a été fait, et puis entreprendre un débat constructif avec les citoyens, les représentations, les ONG, enfin tout, voilà. Il faut être constructif. Ce que je veux dire, c'est que le dossier est tel que il ne faut pas que se lamenter, il faut que tout le monde ait son rôle à jouer, y compris le citoyen et les associations telles que vous les représentez. Alors je vais poser une autre question, si c'est possible. On a tous entendu parler de la loi pollueur-payeur. Est-ce que vous pensez normal que ce soit l'État, c'est-à-dire nos impôts, qui payent en totalité, c'est-à-dire déjà qui payent les agriculteurs, ceux qui ont empoisonné les terres, et que la population même victime ne soit pas elle aussi, surtout elle, prise en charge à 100%. C'est-à-dire que aujourd'hui on sait qui a pollué. D'accord ? On connaît ceux qui ont pollué. Ils ont porté plainte, se sont portés partie civile. Il y a eu la commission d'enquête. Et aujourd'hui, on apprend quoi ? Que c'est l'État qui décide, qui dit, oui, effectivement, on est responsable, on n'aurait pas dû donner les dérogations. Mais les coupables, ceux qui ont pollué, est-ce que vous trouvez normal que ça soit la population qui paye les empoisonneurs, alors que normalement la loi pollueur-payeur Sarkozy aurait dû être mise en vigueur déjà, et en plus qu'on ne soit pas encore classé catastrophe sanitaire. Ça aurait été, je pense, en France, ce serait déjà fait. Ça fait des années qu'on est dans la même situation. Donc est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, alors... Beaucoup de questions, je me permettrai de ne pas répondre, parce que je suis avant tout un scientifique, je ne suis pas un homme politique. Vous avez des représentants de la société. Si vous avez des questions scientifiques, je veux dire, les professeurs et les docteurs qui ont participé à la commission parlementaire, vous avez les représentants de l'État. Je vous dirai, vos questions sont légitimes, et elles ont droit à avoir une réponse. Je voudrais simplement vous apporter un élément. Bien sûr, je veux dire, le principe du pollueur-payeur, il est là. Faites, comment dire, lorsque vous dites ce sont les agriculteurs. Mais vous savez, la plupart des agriculteurs, petites exploitations en particulier, ils ont utilisé des produits parce qu'on leur disait qu'ils pouvaient utiliser leurs produits. D'accord. C'est pas eux On sait c'est pas l'agriculteur, c'est pas l'éleveur, on sait très pas bien eux. qui. D'accord. La responsabilité est bien en amont. Donc c'est effectivement à l'État d'assumer ses responsabilités. Pas que l'État. Pardon ? Pas que l'État. En premier lieu, il me semble, c'est quand même une autorisation ou réautorisation faite par des services de l'État. L'État a un rôle assumé de continuité dans le temps, même si les hommes politiques d'aujourd'hui ne sont pas les responsables de l'époque, mais l'État, sa globalité. Après, ça va être effectivement aux procédures de justice, et ça, il faut les éveiller pour retrouver les responsabilités individuelles qu'il peut y avoir. Mais permettez-moi, je ne suis pas juge, c'est pas mon domaine. C'est plutôt vraiment pour des questions de santé. Je vais me permettre justement de rétablir un peu les choses, parce que le professeur Musigny, en fait, bon, c'est un chercheur.
c'est vrai que dans son domaine, il aura plus son regard scientifique par rapport aux recherches qu'il a déjà faites et aux différents rapports qu'il a sûrement dû transmettre à l'État. Moi, ce qui était déplorable, c'est-à-dire que malgré vos recherches, malgré, on va dire, ce lien de causalité entre la chlordécone et le taux de cancer en Guadeloupe et en Martinique, selon vos recherches qui ont été établies, c'est que, comme vous dites, les véritables responsables, c'est-à-dire les personnes qui seraient amènes à répondre à nos questions ce soir, ne sont pas présentes. En l'occurrence, on va dire l'État, le représentant de l'État qui, je suppose, se défilera toujours et encore, notamment le gouverneur de Guadeloupe, parce qu'il devrait peut-être être là pour pouvoir justement exposer la responsabilité de l'État en face de la société civile. Donc je pense que moi je ne suis pas là pour m'inscrire parce qu'on est en face de vous. Je serais plus à l'aise si j'étais à côté de vous parce que je pense que jusqu'à maintenant vos recherches vont dans le sens, et pour moi ça a été les premières alertes fondées par rapport au nombre de recherches que vous avez faites, qui fait le lien scientifique entre le taux de cancer dans les Antilles et la présence de la molécule de la chlordécone. Donc sur ce point-là, c'est vrai que là on va plus discuter d'un point. Je vais juste dire par force et de dire que dans tout ça, on pourra parler comme on veut du problème de la chlordécone, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on pourra faire, ce qu'on aurait dû faire. Aujourd'hui, il y a une pollution existante. Il y a une population qui a été contaminée, donc on ne dit pas touchée par la chlordécone, le mot est simple, elle est contaminée. Donc une contamination, c'est bien sûr, ça a tout son sens, parce que des fois on minimise les choses. Les plans chlordécone ont eu leur utilité parce qu'ils ont permis de faire une cartographie des différents endroits qui sont touchés par qui n'est pas encore complète. Voilà, qui n'est pas encore complète, il y a encore des choses de fait. Encore une fois, on se retrouve sur des plans chlordécone qui sont loin d'être proportionné par rapport à la problématique. Totalement, je pense qu'à chaque fois, et notamment le commentaire qu'a fait le président de la République, je pense qu'à chaque fois qu'on se retrouve sur un foutage de gueule, alors ça c'est mon regard, c'est un foutage de gueule. Les montants pour le plan chlordécone, le fait que c'est un président de la République, moi je ne pense pas que ce soit le plus con, bon, c'est sa réflexion encore. Mais je pense qu'il aurait dû faire preuve, parce que vous savez, au lieu d'avancer quelque chose, des fois c'est mieux de fermer sa gueule, la plupart du temps. Et c'est vrai que quand on avance un certain nombre de choses, à dire qu'il n'existe pas de lien de cause à effet, de ne pas dire que c'est voilà, je pense que c'était lors du grand débat, je crois, avec nos différents politiques qui, eux, sont toujours tenus par les couilles pour ne pas pouvoir répondre à ce pauvre type la plupart du temps. Donc c'est là où on arrive en Guadeloupe, c'est pour ça que la plupart du temps qu'il existe des mouvements comme le nôtre qui, dans certains points, étudient vos recherches pour pouvoir faire une base et un certain nombre de données statistiques et vulgariser un petit peu ce que vous avez fait de manière technique. Et d'autre part, on se retrouve face à une classe politique qui, elle, n'arrive pas à s'exprimer. On va dire que dès qu'on attaque le gouverneur de Guadeloupe, la plupart du temps, on finit en garde à vue, on a certains vieux dossiers qui remontent, et il y a tout un système de lobbyisme qui est créé en Guadeloupe. Notamment, vous avez dit que si demain on arrête le glyphosate, vous connaissez très bien le lobby par rapport au glyphosate, jusqu'à maintenant la loi n'est pas encore votée. On risque d'avoir une petite dérogation, vous pensez ? La dérogation est déjà faite. Mais on dit que si dans 3 mois on arrête le glyphosate, le problème est terminé. Non, parce qu'en 93 on a arrêté la chlordécone, jusqu'à maintenant on y est. Mais est-ce que c'est pas la rémanence qui joue ? Oui, bien sûr. Du chlordécone. Non. Mais la volatilité du glyphosate, par contre, il faudra l'aborder. Ça, c'est assez grave. Oui, juste une précision. Il y a quand même une grande différence entre le glyphosate et... Vous savez, sur le glyphosate, je veux rentrer dans le débat, il y a beaucoup de controverses scientifiques. Je veux dire, même scientifiques, on est... je ne prends pas. Sur le chlordécone, il n'y a jamais eu de controverse scientifique. Jamais. Vous ne trouverez jamais des scientifiques qui remettent en cause quelconque. Alors que sur le glyphosate, il y en a qui pensent le contraire, pour des bonnes ou mauvaises raisons, peu importe. Une autre particularité, c'est que le chlordécone est une molécule extraordinairement persistante. Alors que le glyphosate, au bout de quelques jours, vous l'appliquez, ça disparaît, et même dans l'organisme, au bout de 24 heures, si vous ingérez quelques jours, il disparaît, alors que le chlordécone, ça aussi, Mais on dit que dans les sols, le chlordécone est rémanent pendant 600 ans et dans le corps humain. Il a ce qu'on appelle un temps de demi-vie, de 6 mois. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 6 mois, il a totalement disparu. Ça veut dire que si vous cessez d'être exposé totalement à 100%, vous diminuez de moitié au bout de 6 mois,
de ce qui vous reste de moitié encore au bout de 6 mois, et donc tout dépend d'où vous partez, et vous pouvez rester exposé pendant des mois et des années. D'accord. Or, comme on est dans une situation dans laquelle encore on a des vecteurs d'exposition sur lesquels on a peu d'action, qui sont les jardins familiaux, qui sont la pêche informelle, tout ce qu'on appelle les circuits informels, on est toujours en exposition régulière et permanente, et c'est là où il faut agir, vous voyez. Alors, je ne dis pas que ça soit simple, mais en tout cas, il faut agir. Juste pour conclure un peu sur ce que vous disiez, je répète ce que je disais au début. Nous, les scientifiques, on n'a pas la prétention d'apporter la certitude absolue. On apporte des éléments raisonnables qui sont faits selon les règles de l'art, publiés dans la littérature scientifique. Et en plus, qui ont été demandés par les pouvoirs publics. Donc ces informations, même si on n'a pas la certitude à 100%, elles devraient être là pour éclairer les pouvoirs publics. Et c'est vrai que, je répète, les événements de ces 2 dernières années, dans lesquels la parole publique est parfois la plus élevée, remet en cause ces choses, je comprends que le citoyen soit totalement perdu. Il n'y a pas que le citoyen, le scientifique aussi. Hein. Alors, excusez-moi, quand monsieur parle de circuit informel, j'ai un petit souci avec ça. Désolée, hein, à chaque fois, j'aurais à vous reprendre sur ça, parce qu'on a quand même vu pendant 10 ans de l'eau chlordéconée dans nos robinets qui n'était pas si informée oui, que alors ça. Ça c'est les failles du système. Vous savez que malheureusement... Mais il n'y avait pas que ça, non plus. Oui, non, mais malheureusement, les eaux de consommation, je parle en particulier en Guadeloupe, que je connais un peu mieux, où toutes les eaux viennent du château d'eau, hein, c'est-à-dire de Basse-Terre, malheureusement, ces eaux, les rivières de captage sont fortement contaminées. Et en Martinique ? En Martinique, je connais, c'est à peu près la même situation, même si c'est un peu plus... Rivière Capot et autres, Martinique. Donc, on est obligé à passer par des systèmes de filtres à charbon. Bien. Les filtres à charbon sont très efficaces, mais une condition, c'est qu'on les surveille et qu'on les change régulièrement. Donc, il faut de la vigilance, de l'entretien, et j'ai entendu dire qu'effectivement, de temps en temps, si les choses ne sont pas contrôlées avec la rigueur que ça mérite, on va se retrouver avec, pendant quelques jours, un peu de la molécule qui... Tout ça pour dire que le dossier est important, que je suis d'accord avec vous, je le répète, si ce problème de chlordécone avait eu lieu en Franche-Comté, en Bretagne ou dans la région toulousaine, je pense que la réaction des pouvoirs publics aurait été un petit peu différente. Pas un petit peu, on le sait très bien. Voilà. On se quitte pour une page de publicité, on revient avec nos invités en plateau.